Et je vous présente les invités qui vont m'accompagner pendant 40 minutes. Valérie Nataf, bonsoir. Merci Bonsoir, Valérie d'être là, éditorialiste politique TF1 LCI. Amine El Khatmi, bonsoir. Vous êtes président du Printemps républicain et essayiste. Valérie Gomez-Bassac, bonsoir Madame la députée du Var, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Et puis Étienne Girard est là aussi. Merci d'être là, très cher Étienne, rédacteur en chef Société à l'Express. On rappelle aussi que vous êtes l'auteur de Le Radicaliser, enquête sur Éric Zemmour aux éditions du Seuil. On va commencer avec Marine Le Pen qui sera donc à Reims demain pour son premier gros meeting de l'année. Devant environ 3000 sympathisants, Éric Zemmour sera lui à 200 km de là, à Lille, devant 8000 personnes. Vous pourrez d'ailleurs suivre ce week-end ces meetings sur LCI, 16h donc pour Éric Zemmour demain, 18h15 pour Marine Le Pen. J'en profite aussi pour vous dire que Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste français, sera lui à Marseille dimanche, à suivre aussi là à partir de 15h. Marine Le Pen ne fait donc plus dans la dentelle après les défections qui ont émaillé son camp récemment. Elle attaque frontalement, vous l'avez sans doute tous suivi, Éric Zemmour. Ça s'est passé dans les colonnes du Figaro ce matin en définissant le zemmourisme. Que dit Marine Le Pen? C'est un communautarisme. Il y a les catholiques traditionnalistes, les païens et quelques nazis. Tout cela ne fait pas une posture présidentielle. On regardera dans un instant d'ailleurs une autre citation où elle dit vouloir une campagne apaisée. Avant de vous entendre, deux réactions. Celle de Jordan Bardella, président par intérim du parti ce matin. Il est venu tempérer les propos de Marine Le Pen, du moins assurer l'explication de texte. Écoutez. C'est une façon de parler. Lorsque Éric Zemmour réunit aujourd'hui dans ses meetings tous les compagnons de route du rassemblement, toutes les chapelles, les anciennes chapelles du rassemblement du Front National d'il y a 30 ans, ces gens-là que nous avons plus ou moins écartés. Vous le savez, Marine Le Pen a eu une action très forte lorsqu'elle a pris la tête du Front National pour transformer un parti d'opposition, de témoignage en une formation de gouvernement, a été amenée à écarter tout un certain nombre de personnes qui pouvaient être des personnes sulfureuses qu'on retrouve aujourd'hui, c'est vrai, autour, dans les meetings ou dans l'équipe de campagne d'Éric Zemmour. Allez, puis deux autres réactions. Tout d'abord, celle de Gilbert Collard qui nous dit, quand l'interview du Figaro est sortie hier en ligne, quand elle n'aura plus personne au Rassemblement national, et il parle de Marine Le Pen, elle va finir présidente de SOS Racisme. Et ce soir, Sébastien Chenu, lui, contre-attaque, député RN du Nord et porte-parole du Rassemblement national. Il était l'invité de Darius Rochemin. Écoutez. Aujourd'hui, je vois bien que Marine Le Pen, avec le lien qu'elle a créé avec les Français, elle n'apparaît plus comme une candidate sulfureuse, mais surtout, elle a fait une mue ou une mutation, appelez ça peut-être comme vous voulez, qui fait que Marine Le Pen, le Rassemblement national, ce n'est pas, ça n'a jamais réellement été, mais en tous les cas, dans l'esprit peut-être de quelques journalistes ou adversaires politiques, ça l'était, ce n'est pas l'extrême droite. Aujourd'hui, c'est un camp national populaire, un camp souverainiste, une famille politique qui est à la fois héritière du RPR, à la fois héritière des souverainistes de droite et de gauche. Valérie Nataf, violence assumée, très dure de Marine Le Pen. Est-ce qu'on a franchi un palier aujourd'hui? Non, mais je crois qu'il faut bien écouter ce que dit Sébastien Chenu. J'ai bien écouté, ouais, sur on découvre la version sulfureuse. Mais on découvre en fait le propos de cette interview, un des propos, parce que cette interview est très riche de beaucoup de ça. Oui, elle fait d'ailleurs des propositions, ça cache des propositions, comme elle veut doubler par exemple les allocations familiales pour les mères célibataires. Et c'est vrai que ces propos éclipsent un peu les propositions qu'elle pourrait faire. Et il dit. Elle n'appartient pas à l'extrême droite. Donc, de la même manière qu'Éric Zemmour a contribué à la recentrer, elle s'emploie désormais à renvoyer Éric Zemmour dans les franges de l'extrême droite. Il dit « je veux faire l'union des droites », elle traduit « il n'a pas d'ennemis à droite », y compris à l'extrême droite, puisqu'elle dit « catholique traditionnaliste », quelques païens et des païens et des nazis. Et des nazis. Le terme nazi venant de la fille de Jean-Marie Le Pen qui, on se rappelle, avait fait scandale. Ça avait provoqué une énorme affaire à l'époque, en 1987, quand il avait estimé que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Elle marque là, une fois de plus, elle l'avait déjà fait en excluant son père, elle marque une rupture avec un certain nombre de thèses défendues par vraiment, j'allais dire, l'extrême de l'extrême droite, les nazis, dont elle dit qu'ils ont rejoint Éric Zemmour. Elle dit qu'elle les connaît. C'est donc elle peut désigner un certain nombre de personnalités qui sont chez Éric Zemmour, peut-être en oubliant quelques-uns qui sont encore chez elle. Étienne Girard, en faisant ça, qu'est-ce qu'elle veut, Marine Le Pen? Dire qu'elle, c'est la droite modérée et qu'elle se détache d'une droite qui est beaucoup plus dure maintenant, celle incarnée par Éric Zemmour? Bien sûr, c'est la diabolisée qui diabolise son adversaire. Donc il y a un retournement de l'histoire tout à fait étonnant, mais réel. En fait, elle veut mettre le doigt sur quelque chose qui existe, c'est qu'un certain nombre de personnes
qui ont été chassés ou qui ont quitté de façon tout à fait volontaire le Front National dans les 10-15 dernières années, grosso modo depuis l'arrivée à sa tête de Marine Le Pen, se retrouvent aujourd'hui chez Éric Zemmour. Il y a un des qualificatifs qu'elle a utilisé qui sera celui qui sera le moins commenté, mais moi que je trouve le plus intéressant, c'est celui de Payen. Alors Payen, ça ne parlera pas aux Français. Ouais. C'est vraiment un propos tout à fait cryptique. Ça a été un courant du Front National, des païens, c'est-à-dire des gens qui croient aux dieux nordiques. Et c'est un courant qui était proche de Bruno Maigret et qui était le courant le plus radical du Front National. Ce courant a été écrasé déjà par la défaite de Bruno Maigret et ensuite au départ de Jean-Marie Le Pen. Il revient par la petite porte aujourd'hui dans la campagne d'Éric Zemmour. Il y a un certain nombre de proches de Bruno Maigret qui font partie des cadres au sein des territoires. Il y a même d'ailleurs au sein de ces cadres-là un ex-proche, il est en famille avec lui, de Robert Forisson, le négationniste, celui qui expliquait que les chambres à gaz n'avaient pas existé. C'est peut-être de là que vient l'allusion de Marine Le Pen aux nazis de la campagne d'Éric Zemmour, parce que sinon, je dois dire que je n'ai pas vu de mais c'est vrai que c'est rare, hein. C'est la première fois qu'on entend quelqu'un mettre dans le même sac catholique, nazi, païen, catholique traditionnel. Alors, catholique traditionnaliste, il me semble que c'est le propos, c'est le qualificatif qui est le plus risqué pour Marine Le Pen, parce que personne lui reprochera de dire que c'est pas bien d'avoir des nazis dans sa campagne. En revanche, des catholiques, même traditionnalistes, il y a une partie de la droite qui est attachée à cette France catholique, à cette France chrétienne, et qui ne pourrait ne pas forcément se retrouver dans cet anathème qui est porté par Marine Le Pen à l'encontre d'Éric Zemmour. C'est un vrai pari, parce qu'elle n'a jamais fait ça n'a jamais été fait au Front National et maintenant au Rassemblement National, d'expliquer qu'un concurrent politique doit être diabolisé parce qu'il n'est pas républicain. D'habitude, c'est plutôt ce qu'on faisait au Front National. Est-ce que les électeurs de Marine Le Pen vont apprécier cette attaque inédite ? Alors peut-être que ça n'aura aucune incidence, peut-être que ça déplaira à une partie de son électorat. Amine El-Khatmi, à votre avis, est-ce que ça peut toucher les électeurs du Front National, du Rassemblement National maintenant qui se disent « Oh là là, que se passe-t-il » Sans doute, et notamment dans la frange la plus historique de l'électorat, notamment dans ma région. Moi, je viens de la région PACA, la région sud maintenant, où vous avez des gens qui votaient pour le père, qui ont ensuite voté pour la fille, qui ont été pointés du doigt pendant des années et qui ont vécu la diabolisation. Enfin, je reprends le terme à dessein, et qui se disent, mais en fait, elle est en train de faire la même chose. Et par ailleurs, la tentative de réécriture de l'histoire est assez grossière. Madame Le Pen essayant d'expliquer que c'est Éric Zemmour et l'extrême droite et que chez elle tout va bien. Enfin pardon, c'est des noms qui ne disent pas forcément grand-chose au grand public, mais Monsieur Chatillon, Monsieur Lousteau, Monsieur Vardon, qui est un élu Rassemblement National à Nice, est un ancien du GUD, qui est un groupuscule d'extrême droite. Il n'y a pas si longtemps encore, tous les gens du GUD étaient au Rassemblement National. Lorsqu'il y a eu des bars identitaires dans le Vieux-Lyon, dans le Vieux-Lille, y compris avec des ratonnades, avec des gens qui ont été roués de coups, tous les gens mêlés à cette affaire étaient liés au Rassemblement National, qui est issu du Front National, qui a été fondé à son origine par d'anciens nazis et des nostalgiques du régime de Pétain. Alors, il y a un moment, il ne faut pas non plus prendre les Français pour des idiots. Il ne faut pas réécrire l'histoire ou essayer de conter une nouvelle histoire qui, en fait, n'existe pas. Tout effacé d'un coup. D'effacer. À un moment qu'elles disent, oui, moi j'ai évolué effectivement par rapport aux détails, il y a une autre blague à l'époque, Durafour crématoire. Il s'était moqué d'un monsieur qui s'appelait Durafour, il avait fait cette blague d'un mauvais goût absolument incroyable. Qu'elles disent, moi je ne suis pas comme mon père, je tente, etc. D'accord, mais ne réécrivons pas l'histoire non plus. Valérie Gomez-Bassac, quel œil vous portez actuellement sur ce qu'a dit Marine Le Pen aujourd'hui et sur ce début de campagne un peu atone? D'ailleurs, on écoutera Gabriel Attal qui disait oui, il y a des petites guéguerres, il faut être proche des Français, c'est ça qu'on attend, c'est le débat qu'on attend. Quel œil vous portez, vous? C'est vrai que là, il n'y a pas beaucoup de hauteur par rapport au débat. On voit bien toutes ces guéguerres entre ces deux personnes, entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, et je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais bon, elle ne peut pas comme ça balayer
succès d'un coup de bras de dire voilà, ces personnes me quittent, c'est pas grave. C'était quand même ses soutiens. Je veux dire, elle a compté sur eux. Ils ont permis aussi de rassembler beaucoup de personnes. Mais surtout, c'est des personnes qui se sont retrouvées sur une idéologie. Donc aujourd'hui, on peut pas dire que son idéologie à elle a changé. Donc ils l'ont quittée pour d'autres raisons, peut-être des raisons d'opportunité ou autres. Mais bon, elle essaie de changer un peu son image, d'arrondir un peu son image. On voit qu'elle essaie de se donner une image plus douce. Mais bon, ça suffira pas parce que c'est vrai qu'elle a le nom qu'elle a. C'est la fille de son père. Ça l'a aidée pendant des années. Alors, on regardera dans un instant son affiche de campagne où elle balaye le nom. On regardera ça dans un instant. Bien sûr, mais parce qu'elle sait qu'aujourd'hui, c'est gênant. C'est gênant d'affirmer certaines idées. Mais bon, il n'en demeure pas moins que c'est ce qui l'a portée là où elle est pendant des années. Bon, moi, je suis en région PACA et c'est vrai que c'est très ancré. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner parce que c'est vrai que maintenant, avec toutes ces nouvelles alliances, ça risque d'être difficile pour elle. Mais bon, ce que je souhaite surtout, c'est que personne n'oublie. Alors, Marine Le Pen dit aussi « Je suis lassée du bruit et de la fureur, j'ai envie d'efficacité et de sérénité ». L'efficacité, donc voilà, l'ivresse de la brutalité, des mots chocs et de la polémique permanente, j'en suis revenue. Les buzz font peut-être la campagne, mais ne font pas l'élection. Donc, elle cible la personne d'Éric Zemmour, c'est ce qu'on disait. On va regarder aussi son affiche de campagne à Marine Le Pen. Je le disais, la 3e en 5 mois. En septembre, rappelez-vous, on a eu Liberté chérie. Donc, la voici l'affiche. La France qu'on aime avec la lettre. Jeu de mots, donc, on l'a bien compris. Affiche un peu sobre. Déjà, premier tour de table, vous en pensez quoi, cette affiche, Valérie Naftaf? Elle a laissé tomber le nom Le Pen. Est-ce que ça peut l'aider? On a souvent dit, elle a Le Pen, personne n'élira quelqu'un qui s'appelle Marine Le Pen. Ça peut l'aider dans des électorats qu'elle essaie de conquérir et ça peut la handicaper chez ceux qui sont restés fidèles à la marque Le Pen. Je trouve la photo assez réussie, l'affiche est assez réussie. Je ne suis pas sûre que la France qu'on aime avec le M, ça peut être vite détourné. Donc, je ne suis pas sûre de l'efficacité absolue du slogan. Amine El Khatmi. Rien à ajouter à ce qu'a dit excellemment Valérie Naftaf. Bon, alors voilà, on va quand même vous remontrer les affiches. Elle joue sur son prénom parce qu'il y a des personnalités politiques dont le prénom imprime plus que le nom. Moi, je me souviens en 2007, Ségolène, il y avait des affiches Ségolène présidente. Parce que dans les discussions, les Français appelaient plus spontanément Ségolène Royal Ségolène, ce qu'ils ne faisaient pas avec Nicolas Sarkozy, qu'ils appelaient Sarko. Parce que c'est souvent le cas avec les candidates. Et Rachida Dati, c'est pareil. À Paris, les gens ont beaucoup joué sur Rachida, etc. Et souvent, effectivement, par rapport aux femmes, on utilise plus spontanément le prénom. Alors je sais pas comment on doit interpréter ça. Pardon. Attendez, excusez-moi. Je dis pas que c'est. Je fais un constat. Non, mais vous avez raison. Vous avez raison. De la situation. Je dis pas que c'est bien. Moi, Alors en septembre, rappelons-nous, il y avait Liberté chérie. En novembre, rendre aux Français leur pays. Donc voilà, Liberté chérie. On part de là en septembre. Ensuite, donc il y a eu des variantes. Rendre aux Français leur pays en novembre. Voilà, avec aussi il y avait plein d'affiches, rendre aux Français leur argent. Il y a eu aussi à un moment une femme d'État pour la France. On nous avait dit c'est le slogan du mois de janvier. Donc la France qu'on aime maintenant. L'entourage nous dit c'est une affiche plutôt positive, assez simple en ces temps de Covid. Étienne Jarre. Oui, le point commun de toutes ces affiches, c'est qu'il s'agit de rassurer. On voit très bien, Marine Le Pen est toujours très souriante. Dans une des affiches, elle est même avec différentes personnes en train de rigoler. Il s'agit de montrer que Marine Le Pen n'est pas quelqu'un de dangereux. Femme d'État, c'était le titre, vous l'avez rappelé, d'une précédente affiche. Et donc, on peut lui faire confiance. L'affiche, je la trouve très réussie en elle-même. Mais quand je regarde les enquêtes d'opinion, on voit bien que ça ne prend pas complètement ce narratif. C'est assez intéressant à observer. C'est-à-dire que Marine Le Pen a son électorat, un électorat très marqué, ça a été dit, très marqué socialement. Elle est extrêmement forte chez les classes populaires. C'est la candidate aujourd'hui des classes populaires en France. Oui, dans notre ligne, elle est à 40% chez les ouvriers, là où Éric Zemmour, il peine à 8-9%. C'est impressionnant. Éric Zemmour, lui, prend de façon beaucoup plus égalitaire, si je puis dire. Il prend chez les professions intellectuelles et les cadres aussi, en ce moment. Alors, beaucoup CSP+. Alors, il prend de façon beaucoup plus transversale, et notamment, oui, chez les cadres, chez les CSP+, chez les professions intellectuelles. Marine Le Pen, pas du tout. Comme si, et c'est un peu terrible pour elle, tous ces efforts pour rassurer, pour inciter à ce qu'on lui fasse confiance, étaient un peu vains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça changera peut-être. Là, il reste 2 mois, les Français ne sont pas encore totalement entrés dans l'élection. Aujourd'hui, Marine Le Pen, c'est une marque avec ses forces, mais aussi de vraies faiblesses qu'elle n'a toujours pas gommées
en tout cas dans les sondages, c'est-à-dire que les cadres qui sont importants à droite quand on veut gagner une élection ne lui font pas confiance. Et il y a même, Amine. si je puis me permettre pour compléter ce qu'a dit Étienne et que je partage, au-delà des catégories socio-professionnelles, on voit même qu'il y a des disparités géographiques. C'est-à-dire Bien que sûr. dans le sud-est, chez nous, dans le sud-est de la France, il y a un vote Zemmour qui est plus important que dans le nord, par exemple, où il y a un vote ouvrier, souvent d'anciens gens de gauche, dans des régions très sinistrées, des anciennes régions minières, etc. Du côté d'Hénin-Beaumont, et c'est pas pour rien que c'est là qu'elle est élue députée, où on vote plus pour Marine Le Pen que pour Éric Zemmour. Donc et finalement, c'est la droite Marion Maréchal, celle de Carpentras, celle du Var, celle sans doute de Stéphane Ravier. C'est peut-être l'une des raisons qui fait qu'il y a le nom du sénateur maire des Bouches-du-Rhône de Marseille, Stéphane Ravier, c'est que Qui ne participera pas au meeting et qui attend des explications de la part de Jordan Bardella. L'électorat de ces régions-là, jusqu'à Perpignan, jusqu'à chez Louis Alliot, en gros, se porte plus fortement sur Zemmour que sur Le Pen. Si vous me le permettez, Anne, je rajouterais une chose. Je trouve que dans le narratif dont parle Étienne et sur lequel renchérit Amine, Marine Le Pen, elle a choisi d'une certaine manière le narratif de Jacques Chirac en 1995. La femme que certains ont quittée, les ralliements vers Balladur, rappelez-vous, en 95, l'homme trahi par les siens, seul, faisant campagne sur la fracture sociale, même si elle ne dit pas ces mots-là, on sent bien que c'est ce narratif. Et quand elle dit qu'elle est lassée du bruit et de la fureur, qu'elle veut une campagne d'efficacité, je trouve que d'une certaine manière, elle remet ses pas dans les pas de Jacques Chirac, pourtant adversaire historique de tout ce qu'elle représente. Et je trouve que c'est intéressant de voir si elle va continuer à développer cette narration qui lui permet de s'inscrire dans un récit qui lui est plutôt favorable. Jacques Chirac avait gagné en 1995. Ouais, c'est ça. Oui, allez-y, sur la fiche, Valérie Gomez-Bassac. je voulais réagir par rapport au prénom. Même si elle s'appelle Le Pen, mais je trouve quand même que voilà, quand on est candidate pour les présidentielles, je trouve que c'est bien qu'il y ait le nom de famille. Alors, je ne parle pas du côté même pas femme-homme, mais je trouve que c'est bien quand même que le nom de famille soit présent. Et pour le coup, je sais pas mon métier, la com, mais je trouve que l'affiche est austère. On sort d'une période assez austère. Austère, certains diront sobre. Voilà, c'est un peu en ce sens. Voilà, je trouve que ça serait bien aussi de donner un peu de rêve. Mais ceci étant, je ne sais pas comment ça se passera chez nous, donc je me méfie. Non, parce que vous n'avez toujours pas de candidat. Il y aura un candidat. Est-ce que vous pouvez confirmer ? Il y a des parrainages validés par le Conseil constitutionnel, mais pas encore de candidat. Alors, sur son site, sur les tracts qui ont été distribués, on voit Marine Le Pen qui apparaît donc avec ses enfants, avec des chats aussi. Et sur son site, www.mlafrance.fr, elle s'en prend aussi au chef de l'État. Regardez, il y a marqué « sans lui ». Elle veut recréer, voilà, c'est ça que j'attendais, sans lui, hashtag sans lui. On le trouve sur son site, Marine Le Pen, c'est la bannière sur son site. Est-ce qu'elle veut recréer le duel de 2017 ? C'est vrai qu'elle avait commencé à le faire, d'ailleurs, en se promenant devant la pyramide du Louvre. C'est ça, en fait, qu'elle veut faire. Bien sûr. Marine Le Pen, là, elle joue plutôt le second tour, comme si elle était déjà assurée de sa place au second tour. On verra. Il est encore tôt, avant le 10 avril. Il reste 66 jours, 67 jours, je ne sais plus jamais. 65 65, voilà, je suis très mauvaise dans les décomptes, je ne suis pas bonne dans les chiffres. Donc, elle réinstalle ce duel qui la place largement devant Valérie Pécresse et Éric Zemmour dans cette primaire de la droite et de l'extrême droite qui ne dit pas son nom. Là, le sans lui fait évidemment référence au hashtag avec vous. Oui, avec vous, pardon. Avec vous de la République en marche pour préparer la candidature d'Emmanuel Macron. Parce que, pardon, mais je crois que là, on a à peu près compris. Oui, le suspense, c'est pas complètement. Oui, on nous avait dit jusqu'à la mi-février, finalement, ce sera peut-être. Après, on en parlera à la fin de cette émission quand on évoquera notre ligne. L'objectif des meetings, c'est quoi demain pour l'un comme pour l'autre ? On voit ils sont à 200 km de distance. C'est le premier gros meeting de Marine Le Pen. Affirmer que l'hémorragie des défections est terminée, peut-être ? C'est peut-être ça qu'elle veut dire, même s'il n'y aura pas Nicolas B. Alors on nous dit qu'il a été positif au coronavirus. Est-ce qu'on se dit le hasard fait bien les choses finalement ? C'est pratique. Ouais, Oui, c'est pratique. On nous dit que Stéphane Ravier, on en parlait, donc sera absent. Il attend des explications de la part de Jordan Bardella. Éric Zemmour, c'est son 3e gros meeting déjà après Villepinte et Cannes.
Alors lui, il mise tout sur quoi? L'enthousiasme, la dynamique. On fait plus d'audience, par exemple, que Valérie Pécresse quand elle passe sur une émission de télé. On a la dynamique en nous. Est-ce qu'il veut vraiment être au second tour, Éric Zemmour, ou il vise déjà les législatives? Non, Éric Zemmour rêve d'être au second tour et il est persuadé que sa stratégie de radicalité et de coup de butoir envers la candidature de Marine Le Pen, par exemple en suscitant des ralliements et en expliquant que le vrai programme musclé, c'est chez lui, ça finira par payer et qu'il finira au moins au second tour, voire dans un deuxième temps, que son camp, du moins, finira par gagner l'élection présidentielle. Les meetings, pour lui, c'est un vrai point fort, c'est un vrai moment clé dans le déroulement de sa campagne, parce qu'il y a un dynamisme au sein de, oui, on l'a vu à de ses militants. Voilà, il y a un vrai enthousiasme chez les supporters d'Éric Zemmour, donc ça fait des images qui sont en sa faveur. Il a montré que des meetings, alors je l'avais suivi au tout début de ses prises de parole en public, il avait beaucoup de mal, il a fait de gros progrès. Aujourd'hui, il est plutôt à l'aise. Donc c'est devenu, ses prises de parole en meeting, un vrai point fort de sa candidature. Le but, c'est de marquer par 2-3 saillies importantes et par une ambiance de feu, voilà, la journée, et à la télévision, il y ait quelques images qui tournent en boucle. Pour Marine Le Pen, l'objectif, il est un peu plus psychologique. C'est montrer qu'elle a repris la marche avant, qu'elle n'est plus dans le débat sur qui va me quitter, qui va pas me quitter, que finalement, elle est au-dessus de ça, qu'il y a des vrais militants qui sont avec elle, que c'est pas une campagne Potemkin, et donc là aussi, c'est moins un point fort pour elle, ces prises de parole en public avec des supporters, mais peut-être aussi également de montrer que voilà, on peut retenir quelques phrases, quelques mesures de sa prise de parole ce week-end. Valérie Létard. Il me semble, mais je vais parler sous votre contrôle, Étienne, il me semble que ce meeting d'Éric Zemmour à Lille demain devait permettre le lancement de l'opération Marion Maréchal, si j'ose dire. Demain, il n'y aura pas de Marion Maréchal sur scène avec lui. Donc, il y aura vous avez raison, il y aura des belles images, etc. On sait que le mouvement Sens commun a rallié Éric Zemmour et qu'ils sont très forts pour la mobilisation, ainsi que Génération Z, etc. Ils sont très forts pour la mobilisation, pour remplir des salles, l'organisation de tout cela. Oui, on attend jusqu'à 8000 personnes, voilà. Nous dit-on demain. Bon, comme Marine Le Pen dit, ces histoires de meetings, le nombre de gens qui participent à des meetings, c'est des histoires de cours d'école. Bon, c'est une manière de se défendre à l'avance de manière anticipée. En revanche, elle, c'est une convention, pas vraiment un meeting, où elle va développer un certain nombre de choses. Mais surtout, le point fort de cette convention, d'après ce que nous raconte le Rassemblement national, les gens qui sont autour de Marine Le Pen, c'est qu'à la fin de ce meeting vont partir une flotte de bus qui vont aller partout en France, dans les marchés, pour porter, entre guillemets, la bonne parole de Marine Le Pen. Donc c'est l'idée de cette centralisation-là à Reims. Le symbole n'a échappé à personne, hein, là où on sacre les rois, et pour aller partout en France avec donc une force militante. Il va y avoir, nous dit-on, on verra, on les comptera, des dizaines de bus demain. Alors même si... Il faut juste... Amine. Si je puis me permettre, je partage tout ce qui a été dit. Il faut quand même faire attention à l'effet bulle des meetings. Évidemment qu'un meeting réussi, c'est toujours mieux qu'un meeting raté. Mais après, est-ce que ça peut se traduire dans les intentions de vote, un bon meeting ? Oui, mais il faut faire attention parce que, souvenez-vous, on a des exemples assez récents. Pendant la campagne des Européennes, Yann Brossard remplissait des salles. Alors, à en lire les comptes rendus, il y avait une espèce de ferveur incroyable autour de Yann Brossard. Et on avait l'impression, alors il n'allait pas faire 25%, mais qu'il allait faire un 7, 8, 9%. Bon, à la fin, il a fait, de mémoire, un des pires scores du Parti communiste. Donc, il faut faire attention parce que, évidemment, que remotiver les militants, leur donner envie de se battre. Pareil, en 2007, si on en croyait les salles, Ségolène Royal avait gagné. Moi, j'ai assisté à des meetings où il y avait des ambulances parce que des gens tombaient littéralement dans les pommes parce qu'il y avait une ferveur telle. En plus, la ferveur était mise en scène parce qu'elle arrivait au milieu d'allées, les mains levées. Comme ça, il y avait un côté complètement christique. Et si on sortait de là, on se disait, mais elle ne peut que gagner, c'est pas possible. 20 000 personnes dans un parc des expos qui hurlent Ségolène présidente.
ça n'a pas suffi. Donc évidemment que c'est mieux d'avoir de bons meetings, mais il faut faire attention à l'effet bulle. On peut se rappeler des meetings de meeting Nicolas Sarkozy en 2020, les images, absolument. les images incroyables. Au Trocadéro. Avec des meetings tournants à la place de aussi. la Concorde, etc. Évidemment. C'était des images incroyables. Cela étant, il avait rattrapé une partie de son retard dans l'entre-deux tours, bien sûr. sans doute aussi grâce à ces ça, images. bien sûr. Alors, Marine Le Pen, avec sa stratégie de la banalisation, est-ce que ça marche? On va se poser la question, on va regarder notre rolling exclusif IFOP fiducial pour LCI. C'est vrai qu'elle creuse l'écart par rapport à Valérie Pécresse. Si on se penche sur notre rolling, regardez, Emmanuel Macron donc, finit fort la semaine. Il a gagné 1,5 point depuis février. On y reviendra dans quelques instants. Si on regarde Marine Le Pen, elle est à 3 points de Valérie Pécresse, 18 donc, contre 15%, stable quand la candidate LR, elle en perd 1,5. Donc Éric Zemmour, 13,5%. Éric Zemmour qui se rapproche de la 3e position. Est-ce qu'il peut, Étienne Girard, battre Valérie Pécresse? Est-ce qu'il peut passer enjamber la 3e course? devant Ouais. Valérie Pécresse? Ce que j'observe, c'est que les enquêtes d'opinion sont assez contradictoires. C'est un peu une nouveauté de cette campagne présidentielle. En 2017, on avait été habitué à des sondages plutôt tous d'accord entre eux. Au même moment de la campagne. Là, c'est pas du tout le cas. Il y a de fortes disparités. Donc, dans certaines enquêtes, Éric Zemmour apparaît assez nettement décroché, et dans d'autres, au coude à coude, carrément, pour la qualification au second tour. Donc, est-ce qu'il peut être devant Valérie Pécresse? Évidemment. Tout va se jouer dans... en sport, on appelle ça le money time, c'est-à-dire le moment où les Français vont vraiment s'intéresser à la campagne, ou peut-être, il faut le souhaiter d'ailleurs, il y aura des débats à la télévision avec l'ensemble des candidats, où on pourra jauger un peu le niveau de préparation des uns et des autres. Et là, il s'agira d'imposer ces thèmes de campagne, de montrer qu'on est préparé, qu'on est éloquent aussi. Certains le sont plus que d'autres, en espérant que ces débats aient vraiment lieu. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'Éric Zemmour, il y a une vraie dynamique dans le sens où on a l'impression que c'est le seul dont les gens savent qu'il a lancé une campagne présidentielle. Le débat tourne autour de lui. En même temps, il n'explose pas dans les sondages. Il est plutôt sur une dynamique cette semaine plutôt ascendante, mais modérée. Valérie Pécresse, c'est presque l'inverse, c'est-à-dire qu'on retient assez peu de choses de ses déplacements. C'est un peu terrible d'ailleurs de faire ce constat-là. Et en même temps, elle reste à un niveau dans les sondages important. Ma sensation, c'est qu'aujourd'hui, les choses ne sont pas cristallisées et qu'il faut attendre que les gens rentrent vraiment dans le temps de la campagne. Peut-être quand Emmanuel Macron se sera déclaré candidat. Alors Valérie Pécresse, justement, on va en parler. Elle était en déplacement dans les Ardennes. Elle tenait un meeting à Charleville-Mézières. Elle a commencé par adresser un pic à Emmanuel Macron, pas sur le fait qu'il a cramé la caisse, mais sur le fait qu'il devait être au charbon. On va écouter Valérie Pécresse. Je crois qu'un président de la République, aujourd'hui, il ne doit pas être au Panthéon, il doit être au charbon. Il doit être au travail. Et le sujet aujourd'hui, c'est vraiment de changer la France. Il y a trop de choses qui ne vont pas bien. Il y a trop de Français qui ont du mal à joindre les deux bouts. Il y a trop de territoires qui se sentent abandonnés, comme hier dans ce petit village de Corse, comme aujourd'hui dans ce petit village des Ardennes, une ruralité qui a besoin qu'on investisse pour elle. C'est pour ça que j'ai pris un engagement très fort. Quand on mettra 1 euro pour la politique de la ville, eh bien on mettra aussi 1 euro d'investissement dans les territoires ruraux. Une réaction, Madame la députée? C'était de l'entendre d'entendre Valérie Pécresse parler de ruralité qui me fait sourire. Donc maintenant, elle lui reproche de ne pas assez travailler. Alors je crois qu'on peut tout reprocher au président de la République, sauf de ne pas assez travailler. Il est sur tous les sujets. Il vient de prendre la présidence du Conseil de l'Union européenne. Là, il s'occupe du sujet sur l'Ukraine. On y viendra dans quelques minutes. Et au niveau national, il n'arrête pas, quoi. Donc voilà, c'est ce qui est dommage. D'ailleurs, c'est le point commun de tous les candidats, c'est que c'est de l'anti-Macron. C'est toujours de l'anti-Macron. Il n'y a pas vraiment, de temps en temps, fuse une petite idée de programme. Il n'y a pas de programme construit. C'est simplement, il faut arriver à battre Emmanuel Macron. Ils s'en prennent au bilan du sortant. Oui, c'est légitime, finalement. Ça paraît à peu près légitime quand on veut prendre la place de quelqu'un, de l'attaquer sur son... Et je l'entends. Mais là, je n'entends que ça. Et c'est ça qui me dérange. Et qu'il n'y a pas encore de programme vraiment porté, présenté, ça, c'est vrai, construit, etc. C'est vrai que c'est ce qu'on lui reproche. On n'arrive pas à voir son identité, son projet pour la France. Mais c'est vrai pour Valérie Pécresse, mais à la différence notable d'Éric Zemmour, dont on a, là, je crois, compris le projet, aucun
aucune des propositions des candidats, d'après les sondeurs, et c'est ce que nous disait Frédéric Dabi tout à l'heure de l'IFOP, rien ne semble accroché. Oui, elle ne réussit pas à imprimer le moindre sujet. Non, mais pas seulement elle. Ce que je veux dire, je vais revenir sur Valérie Pécresse, parce que j'ai bien compris que c'était ça dont on parlait, mais je voulais, de manière plus générale, dire que peu de candidats arrivent à accrocher une seule mesure qu'on puisse identifier comme telle. En ce qui concerne Valérie Pécresse, c'est vrai que c'est pas simple. Là, elle traverse une période un peu compliquée, et le meilleur symbole de cela, c'est l'attaque sous forme de conseil d'hier de Rachida Dati, dans le Figaro, qui lui reproche sa campagne trop techno, pas assez en proximité, pas assez de transgression. Quand les critiques viennent à l'intérieur de votre camp, ça fait d'autant plus mal, bon, même si je ne crois pas que Rachida Dati et Valérie Pécresse passent leurs vacances ensemble, voilà, comme on dit dans les commentaires. Non, mais oui, c'est vrai, elle disait Valérie Pécresse doit convaincre de sa détermination à améliorer la vie des Français, à réduire les inégalités, à être sans concession avec tous les ennemis de la République. C'est très difficile. Rappelez-vous, le lendemain de l'élection de Valérie Pécresse au Congrès des Républicains, c'est Éric Ciotti qui disait il y a un truc qui ne va pas. Ouais. Et donc, il y avait eu affolement dans les rangs des Républicains et tout le monde, finalement, avait réussi à éteindre l'incendie. Ce qui est très étonnant, c'est que sur Rachida Dati, je n'ai entendu aucun leader, sauf erreur, dites-moi si je me trompe, aucun leader de la droite dire à Rachida Dati non, ce n'est pas bien d'avoir attaqué notre candidate. Oui. Amina El Khatmi. Sans doute parce qu'elle leur fait un peu peur. Connaissant que personne n'ose s'en prendre frontalement à Rachida Dati. Mais plus sérieusement, oui, c'est vrai que, et Frédéric Dabi le disait tout à l'heure, elle imprime encore moins que les autres. Parce que quoi qu'on pense des autres, Jadot, on sait à peu près ce qu'il pense sur l'écologie, on lui reconnaît une forme de constance. Mélenchon, et je suis jamais avare de critiques, il a un projet que les gens connaissent. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on sait, la 6e République, la Convention, sur les questions écologiques. Il a le même programme d'ailleurs que la dernière fois qu'il a réédité. Donc on voit à peu près ce qu'il pense. Pareil, Marine Le Pen, Éric Zemmour, on voit à peu près, Éric Zemmour encore plus, leur projet. Emmanuel Macron, on devine ce qu'il va dire. Voilà, une candidature plutôt centriste, pro-européenne, de rassemblement. Valérie Pécresse, on ne voit pas. On ne retient pas trop de mesures marquantes. On ne voit pas quelle est l'orientation. On sent ce dilemme permanent entre cette espèce de ligne de crête pour essayer de raccrocher des électeurs de droite partis chez Macron et faire revenir ceux qui sont tentés par Zemmour. Donc il y a cette espèce de négociation permanente entre deux lignes qu'on pourrait qualifier d'irréconciliable pour reprendre les termes d'un ancien Premier ministre. Mais du coup, cette volonté de faire tenir dans la même maison des positions qui sont de plus en plus éloignées fait que le propos perd en clarté et perd en force. Et je pense que c'est ce qu'a tenté de lui dire à sa manière Rachida Dati hier dans le Figaro. Ça n'inspire pas confiance, c'est-à-dire qu'elle annonce des mesures et puis 2 secondes après, elle a 2-3 coups de téléphone, elle revient un peu sur les mesures. Donc cet aller-retour au moment de l'annonce du programme, c'est un peu gênant. Je vais vous montrer le taux d'intérêt pour la campagne actuellement. C'est 52%. En février 2017, c'était 78%. Et puis, ce que vous parliez aussi de Yannick Jadot, et ça, c'est une information TF1 LCI. Donc voilà, la campagne qui suscite peu d'intérêt, 52%, février 2017, 78%. Affiche de Yannick Jadot, parce que c'est une information exclusive TF1 LCI. Regardez, on va la découvrir ensemble, cette affiche de Yannick Jadot. Alors, ceci est un produit en voie de disparition, pas de vote écolo, plus de choco, Jadot 2022. Plus de choco, pardon. Oui, plus de choco, évidemment. Il y en aura 5, des affiches comme ça. Ça a le mérite d'être original, Valérie Natoff. Oui, mais alors je m'interroge sur le propos d'une campagne où on voit un peu éberlué. C'est osé, original. Non, mais c'est vrai que c'est... Alors, d'après ce que j'ai compris, on dit autour de Yannick Jadot que c'est une affiche des jeunes avec Jadot et pas tout à fait une image de campagne. C'est ça, qu'il y en aura 5. Bon, ça a le mérite de l'originalité. Je m'interroge sur l'efficacité. On va passer maintenant à l'un des rendez-vous de la semaine prochaine. Emmanuel Macron qui va se rendre lundi à Moscou et mardi à Kiev pour un entretien. L'objectif, c'est la désescalade, vous le savez, dans cette crise ukrainienne. On va écouter Gabriel Attal qui, lui, était en Indre-et-Loire. Il visitait un EHPAD. Et voilà l'objectif de cette rencontre, nous dit le porte-parole du gouvernement. Vous le savez, le président de la République et la France ont un rôle pivot dans les efforts de désescalade.
Il n'y a pas de fatalité à ce qu'un conflit armé s'ouvre à nos portes, aux portes de l'Europe. Et nous nous mobilisons depuis le début de cette crise en faveur de la désescalade. Le président de la République, il a échangé quasiment tous les jours avec des homologues. Nous ne reculerons devant aucun effort pour arriver à la désescalade. Et c'est dans cet objectif que le président de la République va se rendre en début de semaine en Russie et en Ukraine. Alors, est-ce que la crise ukrainienne peut l'aider à faire campagne, le chef de l'État? Qui veut répondre? On n'a plus beaucoup de temps, malheureusement. Non, mais sans doute que Emmanuel Macron a en tête un précédent. C'est la crise géorgienne. Avec Nicolas Sarkozy. En 2008, Nicolas Sarkozy, d'ailleurs un peu dans les mêmes circonstances, puisqu'il préside le Conseil de l'Union. C'est la présidence française de l'Union européenne. Et donc, à ce titre, Nicolas Sarkozy va énormément s'investir sur cette affaire, qui va du coup conforter de manière assez forte sa stature internationale, y compris en interne. Et donc, sans doute que Emmanuel Macron a cet élément en tête. Voilà, alors, le versant, le bémol, c'est que ça l'empêche de rentrer en campagne. Parce qu'évidemment, on imagine mal le président annoncer sa candidature le lundi, partir à Kiev ou à Moscou le mardi. Donc voilà, il y a aussi une question d'agenda. Finalement, quel intérêt à se déclarer maintenant, en fait? J'ai envie de dire. De toute façon, je pense en effet que c'est difficile par rapport au timing. Ouais. Mais surtout, je pense qu'il en fait vraiment sa priorité. Vous savez qu'il fait de l'Union européenne sa priorité. Voilà, l'Ukraine est un pays avec qui on a quand même des liens. Il faudrait que ça se passe bien. Donc, il porte tellement l'Union européenne. Je ne pense pas qu'ils se disent par rapport à la campagne à chaque fois. Je vous remercie tous les quatre d'avoir été mes invités. Le temps passe trop vite. Et puis l'IFOP, je voulais vous dire aussi que l'IFOP, dans ce reline, nous dit que les tensions russo-ukrainiennes ont été évoquées par 4 Français sur 10. C'est ça l'originalité. Et ça, c'est pas mal. Ah oui. C'est l'originalité de cette campagne. Les Français s'intéressent à l'international. Absolument. Merci à tous les quatre. Ça étonne Étienne Girard. Merci d'avoir été mes invités. Dans un instant, je vous retrouve avec Darius Rochebin. Je voulais remercier Sébastien Caquino, Guillaume Deblé et Pierre-Dominique Trioulaire qui était à la réalisation et ses équipes. Merci, à tout de suite.